nous avons la représentation d'habitats traditionnels. On a l'habitat Bissa, Moussi et l'habitat Peul. Et à gauche, nous avons le podium pour les spectacles. Un peu plus devant, nous avons la salle d'exposition du musée où l'on peut visiter divers objets liés à la civilisation Bissa en voie de disparition. On peut voir des outils agricoles, de tissage, de filature, des instruments de musique traditionnelle ou encore le panier de la mariée. Le musée de l'avenir est implanté à Niango, mais il fait revivre tout le patrimoine du pays Bissa dans la région du Nakambe. Les promoteurs du musée d'Olema ou encore musée de l'avenir exhortent les communautés Bissa à considérer le musée comme un lieu d'apprentissage de leur histoire. Ils demandent à la communauté Bissa de contribuer davantage à la collecte des objets patrimoniaux. Le musée d'Olema de Niango, non loin de Garango, sera ouvert au public dès le 29 novembre prochain. Il faut rappeler que nous avons découvert et visité ce musée, c'était en septembre dernier, avant l'inauguration. Sinon, le musée a été inauguré, bien sûr, le 29 novembre passé, comme nous l'avions souligné donc, dans notre élément. Donc, le musée est ouvert. Hein. Vous avez la possibilité, si vous partez à Niango, de découvrir le musée de la civilisation, musée de l'avenir, qui présente la civilisation Bissa au niveau donc, de ce musée. Il y a un espace aussi pour notamment des concerts, des nuits culturelles et tout au sein du musée. Donc, il y a le volet découverte des objets traditionnels culturels du pays Bissa, mais il y a aussi ce côté-là où vous pouvez venir organiser des spectacles. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion pour nous de dire bonjour aussi à Madame Guébré qui nous a bien accueillis quand on est parti pour découvrir le musée. Alors, Madame Guébré qui est notamment promotrice de ce musée. Pour la suite de l'émission, on va marquer une petite pause. Juste après, on reviendra pour la revue de presse. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. On va maintenant découvrir les titres. Et ça se passe dans la revue de presse présentée ce matin par Elhaj Amadé Soro. Bonjour Elhaj. Bonjour Rita. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres de l'actualité marqués fortement par l'adoption, bien sûr, de la charte de la Révolution. Absolument. Et nous commençons d'abord par les titres, à savoir avec le journal de l'Observateur Palga. À la une de l'Obs, verdict affecté à 2. 11 ans de prison ferme pour Yé Yake, mandat d'arrêt contre l'ex-ministre Lord Zongo. Situation nationale et la charte de la Révolution fut. Journée mondiale de l'eau à Boromo, Enabel fait remonter ses réalisations à la surface. Burkina, Guinée-Bissau, 5-0, carton plein pour les étalons. Tourmente à la CAF entre réforme d'urgence et perte de contrôle. Candidature de Macky Sall aux Nations Unies, recalée à domicile et sur le continent. Logement décent au Burkina, le CGC s'engage pour une certification de ses produits. À la suite du journal, l'Observateur Palga place au journal Le Pays. À la une du Pays, Forum national sur le financement de la santé, l'institutionnalisation de l'événement recommandé. Appel à la libération de Mohamed Bazoum par l'Union européenne. La CNAVC crie sa colère dans la rue. Révolution progressiste populaire, la charte adoptée. Victoire 5-0 du Burkina Faso contre la Guinée-Bissau. La grande première d'Amir Abdou aux plaines de promesses. Procès Téyan Acte 2, Camille Yakeye et Laure Zongo Yen respectivement. Condamné à 11 ans et 5 ans de prison ferme. Confidence de week-end. Chantage à la webcam au Burkina, 60 victimes enregistrées par mois. Commune de Koudougou, un corps sans vie retrouvé dans une maison inachevée. Incendie au marché à bétail de Waïgia. Plus de 90 bœufs consumés par les flammes. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, Révolution progressiste populaire, le gouverneur du Guirico appelle à un engagement sincère. Journée des communautés à Banfoura, la diversité culturelle pour renforcer la cohésion sociale. Autant le dire, verdict affairier, Camille et autres géreront autrement les biens publics. Cinquantenaire de l'Institut du développement rural, le ministre Tombiano rend hommage aux bâtisseurs. Civilisation écologique, la Chine est prête à travailler main dans la main avec les pays africains. Victoire du Burkina face à la Guinée-Bissau. Premier test réussi pour Amir Abdou. SNC Bobo 2026, jour J-26. Nous terminons par les journaux, du moins l'avant-journal, les quotidiens. Donc, le quotidien, c'est bien sûr à la une des quotidiens. Affaire détournement au ministère de l'Action humanitaire. Yeyake Kami, condamné à 11 ans ferme, Laure Zongo écope de 15 ans. De 5 ans, autant pour moi.
Journée FIFA de mars 2026, les étalons écrasent les Jutus de Guinée-Bissau 5-0. Libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Des centaines de manifestants protestent devant le siège de l'Union européenne à Ouagadougou. Le voyageur de Guéna, axe Ouaga-Fada, une collision entre un corbillard et un dina fait plusieurs blessés. Ouaïgia, plus de 100 animaux calcinés dans un incendie au marché de bétail. Bobo, le corps d'un nouveau-né retrouvé dans un marigot à Dogona. Kaya, une restauratrice et une infirmière se battent pour un DJ. Et nous terminons par le journal Sidoya. À la une donc de Sidoya, procès Téyan Acte 2, 11 ans ferme pour Yake Camille et 5 ans pour Laure Zongo. Première édition Fonafis des réformes structurantes pour une souveraineté sanitaire. Éditoriale, la révolution en marche. Charte de la révolution, l'Assemblée législative de transition devient Assemblée législative du peuple. Ingérence de l'Union européenne dans les affaires de l'AES, la veille citoyenne appelle à revenir aux fondamentaux du droit international. La charte adoptée met fin à la transition et non à la révolution, selon Edasso Rodrigue Paella, ministre de la Justice. Amical Burkina Faso, Guinée-Bissau, 5-0. Belle entame d'Amir Abdou. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On va revenir sur quelques sujets d'actualité. Puis, bien sûr, l'actualité depuis vendredi est marquée par l'adoption de la charte de la Révolution. Absolument. Il faut donc dire que c'était vraiment attendu, puisque après la proclamation le 1er avril 2025 par le capitaine Ibrahim Traoré de la Révolution progressiste populaire, on s'attendait à ce qu'il y ait un accompagnement institutionnel, ou du moins un réajustement des rouages de l'État pour effectivement que cela soit en conformité avec la vision révolutionnaire prônée par le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, à plusieurs reprises, nous avions même appelé à ce qu'on puisse revoir l'appellation de l'Assemblée législative de transition. Et c'est chose faite, puisque c'est devenu maintenant Assemblée législative du peuple, pour que cela soit en conformité avec les idéaux de la révolution. Le gouvernement également ne s'appelle plus gouvernement de transition, mais gouvernement du peuple. Et tout cela est consigné dans la charte de la révolution. Il faut donc dire qu'il y avait une petite polémique qui avait eu lieu suite, n'est-ce pas, à l'adoption de la charte de la révolution, puisque dans le premier texte là, publié par certains médias, on avait parlé de la fin de la révolution. Bon, cela avait jeté un froid dans le dos de certaines personnes, parce que en lieu et place de la transition, on avait mis révolution. Parce que heureusement que le ministre de la Justice est revenu lors d'un entretien avec la RTB pour revenir donc pour en tout cas affirmer que c'était effectivement la fin de la transition qui était actée par l'adoption de la charte de la révolution. Parce que la révolution, par essence, est intemporelle. Et on ne doit pas donc parler de la fin d'une révolution. Et donc tout cela, comme je l'ai dit, vient donc clarifier davantage les choses. C'est vrai qu'il y a des dispositions qui étaient déjà prévues dans la charte de la transition, la première charte et la charte modifiée, et qui faisait donc, qui donnait droit au président du Faso, au premier ministre et au président de l'Assemblée, donc de pouvoir candidater s'il y a donc des élections. Cela aussi avait amené certaines personnes à se demander pourquoi on parle d'élections, dans la mesure où on a même procédé à la suppression donc des partis politiques. En fait, c'est en perspective. Ça veut dire que révolution n'est pas forcément incompatible avec les élections. On a vu des pays des pays révolutionnaires, notamment la Chine, la Corée du Nord, qui ont des élections.
cela dépend maintenant du type d'élection que vous allez organiser, parce que ce qui est décrié, c'est en fait le type d'élection qui nous avait été imposé par l'Occident. Et nous savons très bien que dans ce genre d'élection, il y a l'achat des consciences, il y a les fraudes, il y a donc la manipulation des urnes, etc. Mais si nous-mêmes, au niveau du Burkina Faso, nous travaillons à générer notre propre système démocratique des élections, vous savez que pendant la révolution du capitaine Thomas Sankara, par exemple, dans les quartiers, on appelait les gens, ceux qui voulaient être élus, délégués, etc. Et la personne monte sur une sorte de piédestal, et puis voilà, les gens disent, ah, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et la personne, effectivement, est votée. Je pense qu'il y a des pays africains qui continuent d'expérimenter ce type d'élection. Donc, il faut comprendre que, par essence, révolution n'est pas compatible avec les élections. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est une prévision, comme la loi aussi, quand on l'adopte, elle prévoit et dispose pour l'avenir. Donc aujourd'hui, nous pouvons donc dire que voilà, la plupart des rouages administratifs, pour ne pas dire tous les rouages administratifs, sont en conformité avec cet idéal donc révolutionnaire à travers la révolution progressiste populaire. On a beaucoup entendu parler aussi quand on a dit que le président actuel est éligible. Mais c'était déjà prévu dans la charte. Justement, voilà. Les gens ont beaucoup polémiqué aussi. Je sais que le ministre de la Justice a justement rappelé que c'était prévu. C'était déjà prévu. Même, dans la première voilà, et dans la charte modifiée. Donc ce n'est pas une nouveauté, quoi. Merci bien. Et deuxième sujet, donc marche au Burkina Faso pour dire non à l'ingérence de l'Union européenne. Alors, donc c'est à l'initiative de la veille citoyenne au Burkina Faso que cette marche a eu lieu pour effectivement donc dénoncer les ingérences, n'est-ce pas, les ingérences de l'Union européenne dans les affaires de l'AES en général et dans les affaires du Niger en particulier. C'est suite donc à l'adoption d'une résolution par le Parlement européen qui donc demandait à ce que le Niger puisse donc libérer l'ancien président Mohamed Bazoum. Ça va très bien que son mandat finit le 2 avril, si j'ai bonne mémoire, et que l'Union européenne voulait donc faire la pression sur le Niger, parce que vous savez très bien que cette résolution a été portée par un eurodéputé français militaire dont le nom a été cité dans plusieurs opérations, en Afrique notamment, dans les opérations en Libye, etc. Donc pour certains observateurs, c'est une manière pour l'Europe, notamment pour la France, de maintenir la pression, maintenir la pression sur une zone donc, du Sahel qu'elle ne maîtrise plus et qu'elle veut tout faire pour revenir effectivement dans le Sahel. Maintenant, c'est aux dirigeants de l'AES, c'est aux populations de l'AES de continuer effectivement à dénoncer ces ingérences-là, car cela ne relève pas de la politique européenne. Nous savons très bien que Mohamed Bazoum est un Nigérien, et même si dans les motifs qui ont été avancés pour expliquer le bien fondé de cette résolution européenne-là. Alors, celui qui a été à la base de la résolution avait dit que Bazoum était un allié, n'est-ce pas, de l'Europe. Et nous savons très bien que Bazoum, avant qu'il ne soit président, était donc en contact avec les différents réseaux qui évoluaient dans le Sahel, notamment lors des prises d'otages, etc. C'était lui qui était désigné pour effectivement prendre langue avec les groupes terroristes. Souvent, nous savons très bien que les prises d'otages sont des moyens détournés pour le financement du terrorisme, etc. Donc, je pense que si les veilles citoyennes, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger, continuent de donner de la voix et de faire bloc autour des dirigeants de l'AES, et cela pourra effectivement contribuer à davantage amener l'Union européenne à s'intéresser à ses propres problèmes et à laisser tranquille le Sahel et donc les pays qui composent l'AES. Merci beaucoup Elhaj pour ces informations. On va rappeler le proverbe et la pensée du jour. Alors il faut dire que c'est un ancien proverbe qui revient ce matin, un proverbe du 29 novembre 2018,
qui dit ceci: celui qui contraint son corps au travail libère son âme. Celui qui contraint son corps au travail libère son âme. Et là, c'est un proverbe signé Boubacar Zidadi Sidnaba. Alors, celui qui contraint son corps au travail libère son âme. Je pense que c'est très bien dit et de façon concise, car vous savez très bien que le corps humain, lorsqu'on l'habitue au travail, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, cela a un lien avec notre confort moral, parce que le corps, c'est en fait le récipient qui accueille et qui héberge l'âme humaine. Alors donc, si vous habitez votre corps au travail, cela veut dire que vous vous libérez mentalement, spirituellement, et l'homme qui est libéré mentalement, spirituellement, est un homme accompli, est un homme qui est à même donc de vaquer à ses occupations, à même de s'aider soi-même et d'aider aussi la société. Mais si vous faites le contraire, vous contraignez aussi votre corps à la paresse, ça veut dire que vous emprisonnez votre âme. Vous devenez vraiment un cas social qui n'est pas à mesure de s'aider lui-même et n'a pas longtemps aidé les autres. C'est ça. Et maintenant, la pensée du jour de la même date, du 29 novembre 2018. Si tu construis ta réputation par les armes, même les oiseaux se moqueront de toi quand tu seras sans munitions. Absolument. Ça veut dire que si tu construis ta réputation par les armes, donc, même les oiseaux se moqueront de toi quand tu seras sans munitions. Ça veut dire que l'homme, ici, qu'est-ce que l'homme doit faire? Autant on doit être fort soi-même, mais autant on doit privilégier le dialogue, privilégier la paix, privilégier la bonne entente. Parce que l'homme n'est pas définitivement fort. Voilà, il y a des moments de force, mais il y aura des moments aussi où tu seras faible. Donc il faut intégrer ces deux dimensions-là. Et je pense que l'actualité nous donne assez d'éléments, assez d'illustrations, effectivement, de cette pensée-là. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce que la coalition américano-israélienne avait mobilisé toute une sorte d'armada, d'armes, etc. pour contraindre l'Iran. Mais on se rend compte que face à la résistance que l'Iran a opposée, ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont la risée du monde. On voit que c'est le président américain qui demande même à négocier. Et donc, c'est lui qui avait misé beaucoup sur ses armes, sur ses forces. Voilà, donc il faut, même si on est fort, il faut penser qu'un jour, on sera faible et intégrer cette dimension dans le comportement quotidien. C'est important. Merci beaucoup, Elhadj. Merci. On va maintenant marquer une petite pause et juste après, on retrouve notre invité du jour. Merci. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka Je suis là. Dehors. Va au salon avec ton bar. Avec une telle odeur, je sais que tu serais inefficace au lit. Je vais me laver. Dehors. Je ne peux pas continuer à coucher avec ma coépouse. Sors, la porte est ouverte. Va au salon. Oh. Vite, va au salon. Faut aller. Oui. waga Mer fato ga yellan kenda ya wambro ba ram tiru te bam ram foda ngam taaba kulum kalam la foda chaka son problème woro yella yella Madame, Oui. on est fiers de vous. Ah bon? Oui, surtout le grand boss. Il est très content pour les actions que vous menez à travers votre entreprise. Merci. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est un bel exemple. Merci encore. Oui. J'espère que c'est pas à cause de ça seulement vous vous êtes déplacé. Oh, non, non, non. Seulement, il faut que vous songiez à ouvrir le capital. Et pourquoi? Si vous ouvrez le capital et qu'il y a des personnes influentes, et en ce moment-là, l'entreprise encore va mieux fonctionner. Voyez-nous. Il faut que vous arriviez à ce que les gens adhèrent. Ouvrez le capital, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Oui, ça suffit. Cette chanson, je la connais déjà. Hein. Ça suffit comme ça, là. Madame, écoutez-moi bien. J'ai dit, c'est bon. Ça veut dire quoi, ça, là? Puis les politiciens, là, on vous connaît assez maintenant. Non, 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 en fait, ce que je veux dire... C'est bon, monsieur. Vous ne voulez pas me... Dehors. Ah bon? Prenez la porte, monsieur. Ok, non, d'accord, ok. Je vous en prie, c'est bon. Regardez-moi ça. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. C'est escroc comme ça, là. Oui. Ah, c'est toi? Bonjour patron. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Mais j'ai pas pu attendre demain pour vous exposer le problème au bureau. Pourquoi y a-t-il urgence? Ah, j'étais un coup de... Voyez-vous maintenant. D'accord. Quoi? 200 millions d'impôts? C'est plus que mon chiffre d'affaires? Ah! Mon Dieu. Bonne soirée patron. waga
De retour sur ce plateau, aujourd'hui on vous parle de crypto-monnaie, on vous parle de Bitcoin, on vous parle bien sûr de la tokenisation. Ce sont des notions que certains peut-être ne connaissent pas, mais ne zappez pas, rester avec nous, c'est pour découvrir tout ça que nous recevons notre invité. On y va pour la virgule. Nous recevons un expert en termes de formation sur les crypto-monnaies, sur les Bitcoins, sur la tokenisation. Il est écrivain par ailleurs. Nous sommes avec M. Hamidou Zanga. Il faut rappeler que M. Hamidou Zanga est CEO et fondateur de cryptosua.com, un média spécialisé dans le blockchain et dans les crypto-monnaies au Burkina. Il faut rappeler aussi qu'il est écrivain, quand même, auteur de 7 livres, dont 2 livres sont dédiés aux crypto-monnaies, promoteur de la conférence nationale sur la blockchain et les crypto-monnaies au Burkina Faso. Il s'agit bien sûr de Blockchain and Crypto Week Summit. Monsieur Zonga est notre invité sur ce plateau. Bonjour Monsieur Zonga. Oui, bonjour Madame Nikiwan. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement en direct sur Savant TV. Merci d'être là. Donc, si on a besoin d'informations sur les crypto-monnaies, sur les bitcoins, sur la tokenisation, vous êtes la bonne adresse. Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis le CEO et fondateur de cryptosua.com. Cryptosua.com qui est le média spécialisé dans le traitement de l'information liée à la blockchain, au bitcoin, les crypto-monnaies, tout ce qui est économie numérique. Et pour toute personne qui cherche franchement une mine d'or pour s'informer sur l'évolution technologique du monde, c'est la bonne adresse, c'est le bon portail. Cryptosua.com, c'est avec Y, ce n'est pas avec I. Vous partez sur Google, prenez votre téléphone tout de suite, allez sur Google, vous tapez le nom cryptosua.com et vous allez avoir accès à un portail d'informations stratégiques sur la blockchain, le bitcoin, les crypto-monnaies, tout ce qui tourne autour de l'économie numérique. Et donc, avec ça, c'est franchement construire ensemble l'avenir de façon plus pragmatique et solide. Et récemment, vous avez organisé une activité, hein, je crois qu'il s'agissait donc d'une conférence en ligne. C'est pas une conférence en ligne, c'est un meet-up. Donc, c'est un meet-up chapeauté par notre média, Cryptosua Meetup Ouaga, qui est le rassemblement qui réunit des passionnés de la technologie blockchain, du bitcoin, des cryptoactifs. Et c'est un événement qui permet de faire un tour d'horizon sur les thématiques franchement de l'écosystème cryptographique et aussi d'outiller les participants sur les connaissances dont ils ont besoin pour se mettre non seulement à jour, mais aussi comprendre les tendances et profiter des opportunités que nous offre le secteur du Web3. Et donc, quand on parle des crypto-monnaies, des bitcoins, pour revenir à la définition des notions, comment on peut comprendre ces notions-là? Oui, quand on parle de bitcoin, pas de crypto-monnaie, il faut comprendre que tout ça, ça semble un peu technique, mais le bitcoin, la crypto-monnaie, c'est de l'argent. C'est de l'argent, mais qui n'est pas physique comme l'euro, le dollar, le franc CFA. C'est de l'argent qui existe seulement sur Internet et qui permet de faire des échanges de biens et services à partir d'une infrastructure qu'on appelle la blockchain. La blockchain qui est cette infrastructure numérique décentralisée qui permet de garantir la transparence et le caractère infalsifiable des données. Et donc, quand on dit Bitcoin, c'est de l'argent, mais de l'argent qui est purement basé sur Internet et aussi et qui permet de faire des échanges de biens et services et qui s'échangent de pair à pair, c'est-à-dire sans intermédiaire d'aucune institution financière ou d'une entité centrale qui le régule. Et donc le Bitcoin également en soi, c'est plus que de la monnaie numérique. C'est une infrastructure à part entière. Le Bitcoin en soi, c'est en même temps une blockchain, c'est en même temps une monnaie, c'est en même temps une infrastructure de développement. Et il faut franchement être dans l'écosystème pour comprendre non seulement la force de Bitcoin en tant qu'infrastructure, en tant que monnaie, en tant qu'outil de développement, mais aussi aller au-delà de cela pour comprendre aussi ce que c'est que les autres crypto-monnaies. Parce que là, on parle des altcoins, alternative coins, qui sont l'ensemble des cryptos qui sont dérivés ou s'inspirent de Bitcoin. Et le leader des altcoins, c'est ce qu'on appelle Ethereum. Ethereum, c'est une plateforme décentralisée également. C'est une plateforme qui permet à n'importe quel programmeur qui a des connaissances de créer ce qu'on appelle des dApps, des applications décentralisées à partir de ce qu'on appelle des smart contracts. Les smart contracts sont des contrats intelligents qui permettent d'automatiser les données et qui
avec une bonne programmation, s'exécute lorsque des conditions sont réunies pour faciliter la livraison de ce que vous voulez vraiment accomplir dans la blockchain. Tout cela, ça paraît un peu technique. C'est ça. Donc, avec les différentes sessions de formation, les séminaires qu'on organise, les meet-ups, les conférences, on explique mieux en permettant aux populations de savoir que nous sommes dans une nouvelle économie et aujourd'hui, il y a tellement de besoins pour les entreprises internationales, de talents africains pour faire quoi? Pour contribuer au développement de ce secteur-là. Et nous, en tant qu'acteurs stratégiques sur le plan local, on apporte notre expertise en faisant quoi? En partageant la bonne information, en sensibilisant et en éduquant de façon plus pragmatique, pratique la population, afin que celle-ci puisse comprendre non seulement les opportunités qu'il y a dans le secteur, mais aussi de savoir qu'au-delà de l'aspect investissement, spéculation pour d'autres, il y a des compétences, des capacités qu'il faut développer pour asseoir une autorité. Et aujourd'hui, avec notre entreprise cryptoswap.com que nous avons mis en place, ce sont des compétences que nous formons, ce sont des compétences également que nous recherchons. Et aujourd'hui, quand vous prenez cryptoswap.com, ce n'est pas une page Facebook comme certaines personnes créent des pages Facebook et s'attribuent des titres bidons. C'est une entreprise qui est légale, qui est reconnue par les juridictions du Burkina Faso et qui est enregistré au registre du commerce et un média également qui est régulé par le Conseil supérieur de la communication. Tout cela, vous pouvez le retrouver au niveau des mentions légales. Vous ouvrez le site, partez sur le site cryptoswap.com, allez en bas, vous allez voir les mentions légales et tout est affiché là-bas. On travaille en conformité avec la réglementation burkinabé. Quand on parle de crypto-monnaie, de Bitcoin, est-ce que c'est, vous avez dit à travers les formations, ça peut sembler technique, mais à travers les formations, est-ce que facilement on peut apprendre à manipuler son portefeuille crypto, de crypto, comme on manipule en fait son portefeuille de mobile money au niveau de nos téléphones? On peut l'apprendre. Oui, bien sûr. Très simple. Et c'est ça l'objectif même des formations que nous donnons. Parce que le souci principal, c'est quoi? C'est que la plupart des gens se laissent manipuler par des individus qu'ils connaissent peut-être ou qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent leur dire venez me donner telle somme, je vais vous montrer un système qui va vous permettre d'avoir de l'argent peut-être chaque semaine, chaque mois ou voilà, chaque 2 mois. Et donc, ils prennent le téléphone, ils vont télécharger des applications bidons et voilà, ils commencent à faire du n'importe quoi. Alors qu'il faut se former et quand vous êtes éduqué, vous êtes formé, vous savez comment ça fonctionne et en 2 jours, moi j'ai fait des formations de 48 heures et en 48 heures, vous saurez exactement comment utiliser une plateforme de crypto pour faire vos investissements en toute sécurité, en toute tranquillité et en toute sérénité. C'est ce qui fait la différence. Donc, et ce qui fait aussi la force de la crypto, c'est que ce n'est pas un secteur où quelqu'un doit gérer votre portefeuille à votre place. C'est vous-même qui gérez votre portefeuille. C'est-à-dire que même moi, en tant qu'expert conseil blockchain crypto, si je vous fais une formation en crypto et que vous me demandez par exemple de suivre votre investissement, je ne peux pas le faire et je ne le ferai jamais. Parce que ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas mon rôle. Le principe de la crypto, du Bitcoin, c'est quoi? C'est d'offrir l'indépendance, la liberté à chacun de gérer soi-même ses propres fonds. C'est pourquoi, depuis la crise des subprimes en 2008, et il a plu à ce génie de l'univers appelé Satoshi Nakamoto, un groupe d'individus ou un seul individu, qui est son pseudonyme, jusque-là on ne connaît pas son identité réelle, qui décide de créer ce qu'on appelle le Bitcoin pour faire quoi? Pour apporter une solution à l'instabilité économique, à l'inflation et surtout à la mauvaise gestion des institutions centralisées que nous connaissons qui ont beaucoup plus de pouvoir mais manquent de responsabilité. Donc apprendre à chacun comment gérer ses propres fonds, c'est lui donner le pouvoir de contrôler lui-même ses propres avoirs et aussi asseoir son autorité. Parce que si vous confiez votre bien à quelqu'un, bon, ça ne vous appartient pas. Pendant nos sessions de formation, on partage des informations stratégiques sur le fonctionnement du système financier traditionnel par rapport à la blockchain, donc le système décentralisé. Et ça, lorsque vous suivez une formation pratique et vous comprenez comment votre argent déposé quelque part est touché, vous voyez qu'il y a une très grande différence.
Donc, il faut apprendre notamment à manipuler son portefeuille de par soi-même, à travers la formation. Bien sûr. Vous avez parlé aussi de la notion de tokenisation. Je le disais, ce sont des termes aussi qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. C'est vrai. Ça fonctionne comment? Qu'est-ce que la tokenisation? Oui, la tokenisation des actifs du monde réel, ça paraît technique, mais c'est très simple. C'est tout simplement le fait de prendre les actifs du monde réel, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme immobilier, comme l'or, comme terre, matières premières, et on le met dans la blockchain. Donc, on crée des parts, donc un nombre limité de parts qui représentent ce bien physique dans la blockchain. Et cela ne se fait pas de façon hasardeuse. Ça suit un processus, et quand on parle de la tokenisation, c'est un secteur qui est extrêmement régulé. La tokenisation est différente de la crypto-monnaie. Quelque part, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la distinction. C'est pourquoi j'ai dit que nous faisons aujourd'hui ce que beaucoup comprendront plus tard. Et la tokenisation, ça représente l'avenir même de la finance décentralisée et aussi de la finance traditionnelle. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez la tokenisation des actifs du monde réel, qui aujourd'hui, le marché tourne autour de 30 à 35 milliards de dollars, selon des études réalisées par des géants tels que BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, lui, il estime la tokenisation à de 16 000 à 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. On est en 2026. 2030, c'est dans combien d'années? Moins de 5 ans. Nous avons le Boston Consulting Group, qui lui, selon son rapport, estime que la tokenisation pourrait atteindre 19 000 milliards de dollars d'ici 2033. Et nous avons ARK Invest tout récemment qui lui dit que la tokenisation pourrait atteindre 11 000 milliards de dollars d'ici 2030. Ça implique quoi concrètement? Ce que cela implique, c'est quoi? C'est que ça implique que la tokenisation représente le futur de la finance traditionnelle. C'est un secteur stratégique qui amasse la liquidité globale. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons toutes ces grandes entreprises, que ce soit Apple, Microsoft, Google, Tesla. Toutes ces entreprises ont déjà tokenisé leurs actifs dans la blockchain. Aujourd'hui, il y a des actions tokenisées que vous pouvez acheter à partir de votre plateforme crypto. Mais est-ce que c'est vous qui suivez l'émission, est-ce que vous avez ces connaissances? Aujourd'hui, vous pouvez acheter de l'or tokenisé. L'or que nous avons est tokenisé. Si on vous dit aujourd'hui d'aller acheter de l'or, est-ce que vous savez là où est-ce que vous pouvez trouver un comptoir d'or dans votre pays, dans votre ville, et puis l'acheter, même pour 5 000 francs CFA? Est-ce que vous pouvez l'acheter à cette valeur de 5 000 francs? C'est pas possible. Et aujourd'hui, avec votre téléphone portable, avec votre connexion Internet et une bonne information, une bonne éducation, vous pouvez vous acheter de l'or. Et l'or, aujourd'hui, ce sont des fragments. Vous achetez de l'or tokenisé. Et il y a cette entreprise qu'on appelle Tether Gold Commodities Limited, qui est une filiale de Tether, qui est le plus grand émetteur de stablecoin USDT, qui a tokenisé son or. Et Tether possède aujourd'hui plus de 150 tonnes d'or tokenisées. Quand on dit tokenisé, du moins, ça veut dire qu'on peut le retrouver sur Internet et disponible à acheter? À tous. Okay. Ça veut dire, quand on dit tokenisé, ça veut dire qu'on le fait en parts, on le divise en parts. En parts, ça veut dire qu'on le crée en jetons. Quand on dit tokenisé, c'est des tokens. Ok, donc, si moi je décide par exemple de tokeniser mon téléphone, et je peux en faire 100 parts. 100 parts par exemple. Ok, pour de la valeur de mon téléphone. La valeur de votre téléphone. Et puis par exemple, chacun peut venir acheter 1 part, 2 parts. Exactement. Je prends un exemple pragmatique. Chez nous au Burkina, nous avons l'immeuble de notre papa Ebomaf, qui est situé à la Padoua ici. Vous savez que on parle de l'immobilier tokenisé également. On peut tokeniser l'immeuble de notre cher papa dans notre blockchain, et ça va créer ce qu'on appelle plus de liquidité, non seulement pour les investisseurs, mais aussi pour lui en tant que propriétaire de l'immeuble. Pourquoi? Parce que louer un appartement dans son espace, ça coûte cher quand même pour notre niveau d'économie. Et lorsque il décidera de tokeniser son immeuble, il va regarder comment faire en sorte qu'on puisse créer des parts qui représentent l'ensemble de l'immeuble dans la blockchain, et ce sont ces tokens-là qui auront une valeur de départ
pour représenter l'ensemble de l'immeuble. Et cela va propulser le niveau de liquidité pour les investisseurs et aussi pour les propriétaires. On prend un autre niveau d'exemple. Ok. Le Burkina Faso produit 94 tonnes d'or par an. Et il est classé comme le 4e pays africain producteur d'or. Est-ce que vous savez qu'on peut tokeniser l'or du Burkina Faso dans la blockchain? Et cela va créer beaucoup plus de liquidité pour les investisseurs locaux et aussi pour le gouvernement, pour l'État. Et cela va apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à notre économie. Mais parler de ça à la télé comme ça semble un peu, un peu simple, bon, ça paraît un peu compliqué, mais en réalité c'est très simple. Mais ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que quand on parle de la tokenisation, il y a plusieurs niveaux. On parle de l'or tokenisé, on parle de l'immobilier tokenisé, on parle des matières premières. Et aussi, il y a ce qu'il faut comprendre en termes de standards techniques internationaux. Ça, c'est très fondamental. Parce que la tokenisation, pour chaque secteur, par exemple, il y a des réseaux types qu'il faut utiliser pour faire cela. Et en plus de cela, il y a la réglementation. Aujourd'hui, quand on prend l'écosystème crypto dans son ensemble, le gros problème auquel aujourd'hui tout le monde est confronté, c'est la question de la réglementation. Parce qu'il n'y a pas une réglementation qui encadre l'ensemble de l'écosystème. La réglementation se fait par pays. Quand on prend l'espace UEMOA, la CEDEAO, jusque-là, il n'y a pas de réglementation fixe qui encadre les crypto-monnaies. Il n'y a pas eu une interdiction des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Mais quand on regarde des pays Mais il n'y a pas aussi un encadrement légal? Bien sûr, il y a un encadrement. Il y a un encadrement au niveau de la BCAO qui a créé ce qu'on appelle le GIABI, si je ne me trompe pas bien. C'est un groupe de travail qui encadre les cryptoactifs, mais en termes de régulation pure, claire, comme ça, sur le plan juridique, ça n'existe pas d'abord. Quand on prend tout l'espace UEMOA, de façon unifiée. Donc, on prend des pays comme le Ghana, qui fait partie de la CEDEAO, on prend le Nigeria qui fait partie de la CEDEAO. Ces pays ont adopté des législations qui encadrent le secteur des crypto-monnaies dans leur pays, donc dans leur territoire, pour faire quoi? Pour non seulement attirer des investisseurs internationaux, mais aussi protéger les consommateurs. Et nous, dans notre logique, c'est ce que nous souhaitons pour notre pays. En tout cas, pour le moyen terme, parce que court terme, c'est peut-être un peu pressé les pas, mais pour le moyen terme. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina, nous avons en tout cas un bon niveau, un nombre important d'investisseurs également. Je me souviens qu'en 2021, selon le dernier rapport de AAA, qui est une société spécialisée dans les sondages, le Burkina Faso comptait plus de 126 000 personnes qui sont dans la crypto. Et donc, on prend 2021 à aujourd'hui, bon, s'il faut estimer s'il faut estimer le nombre d'investisseurs par rapport au milieu de personnes que nous avons aussi formées qui sont dans la crypto et d'autres personnes également ont pu former. Il y a un bon nombre aussi qui s'intéresse. Je pense qu'on peut tendre vers le demi-million. Donc ça aussi c'est un nombre important. Mais l'autre aspect également c'est au niveau du sommet. Je sais qu'il y a un gros travail qui s'est fait. Il y a aussi le travail de compréhension qu'il faut amplifier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce que réellement le Bitcoin, la blockchain et les cryptoactifs. Aujourd'hui, on parle de la tokenisation. Bon, ça vient encore. Et donc, au niveau des sphères de prise de décision, il est important qu'on accentue la formation, l'information et aussi faire pourquoi pas des workshops, c'est-à-dire des petits ateliers de formation bien calibrés pour les décideurs afin que ceux-ci puissent comprendre davantage ce qui se passe et comment aussi bien se préparer pour apporter des aspects de réglementation. Et dans ce sens, nous travaillons. Lorsque vous ouvrez le site cryptosoft.com, il y a un sondage que nous sommes en train de réaliser. Et ce sondage, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir la perception et l'usage des crypto-monnaies au Burkina Faso, pour produire un document cadre qui va accompagner les prises de décision de nos gouvernants. Et tout cela, c'est franchement dans la structuration et la professionnalisation de notre travail que nous faisons. Monsieur Zonga, pendant que vous parlez, vous définissez les notions, vous nous dites comment ça fonctionne et tout, c'est sûr que certains se demandent, mais finalement, ça rapporte quoi?
Ça me rapporte quoi si moi je décide de mettre mon argent dans les crypto-monnaies? Ça rapporte quoi? Et la deuxième question, ça va concerner aussi s'il n'y a pas de cadre légal qui encadre pour le moment ce domaine-là. Est-ce que du jour au lendemain, je ne vais pas me retrouver avec des cryptos qui ont disparu et puis je vais perdre mon argent? Ça, c'est les deux grandes questions que généralement les gens se posent. Déjà, ça me rapporte quoi si moi je décide d'investir dans... Je vais répondre d'abord à la dernière question. La dernière, voilà, ok. Pour dire que... est-ce que ça peut pas disparaître? Est-ce que ça peut disparaître? C'est pourquoi on vous dit de vous former. Parce qu'on a connu des plateformes comme 5M qui ont fui avec l'argent des gens. La crypto n'est pas 5M. Ce n'est pas un site de placement d'argent. Ce n'est pas un endroit où on vous fait des promesses mortes. C'est-à-dire on vous dit, vous investissez aujourd'hui, demain vous êtes devenu très riche. C'est pas ça. La crypto, c'est un secteur qui demande une éducation. Et tant que vous n'êtes pas formé, n'investissez jamais dans l'écosystème. Et savoir exactement quel actif il faut acheter. C'est pourquoi on dit qu'il faut s'informer, il faut s'éduquer. Donc, qu'est-ce que ça rapporte en investissant dans la crypto-monnaie? Il faut savoir d'abord définir son profil lorsque on décide de se lancer dans la crypto-monnaie. Est-ce que je décide d'être un investisseur passif, c'est-à-dire que je me forme, je m'éduque très bien, et je décide de sélectionner quelques cryptos solides sur lesquels je décide d'investir. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je définis mon horizon temporel. C'est-à-dire, je définis mon temps de conservation de ces actifs pour voir leur performance. Et le deuxième point, est-ce que je suis ce qu'on appelle un investisseur agressif? C'est-à-dire ce qu'on appelle les traders, les spéculateurs. Tout cela, ça fait partie de comment est-ce que je me positionne sur le marché afin de me garantir des rendements. Donc, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que ça me rapporte, c'est en réalité à ce niveau qu'il faut se définir. Parce qu'aujourd'hui, plein se laissent avoir par le bling-bling sur les réseaux sociaux, des gens qui vont montrer des chiffres truqués sur des plateformes, tout ça on peut le faire, mais ça n'apporte pas de la valeur réelle. Donc, qu'est-ce que l'investissement en crypto vous apporte? Ça vous apporte des rendements, mais il faut savoir définir votre horizon. Lorsqu'on décide d'investir, par exemple, et que je décide de dire que je vais investir pour 5 ans, pour 10 ans, il y a des cryptotypes sur lesquels il faut acheter. Et quand je décide d'investir pour juste 1 an, pour 6 mois, il y a des cryptos également sur lesquels il faut aller mettre ton argent. Mais il faut aussi calculer les risques. Ça, c'est très important. L'autre aspect, en parlant de la réglementation, jusque-là, je crois que il y a des plateformes crypto sur lesquelles, avant d'investir, on va vous demander toujours de faire ce qu'on appelle un KYC, donc une vérification d'identité. Tout cela, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger le consommateur et aussi protéger la légitimité, la transparence de la plateforme. Donc, tout cela, ça fait partie de la garantie de sécurité pour l'investisseur. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que lorsqu'on investit dans la crypto, ce n'est pas un jeu de hasard. C'est un secteur où il faut faire des analyses. Donc, je fais une étude approfondie, ce qu'on appelle une analyse technique, une analyse fondamentale, surtout fondamentale, pour définir les objectifs, la vision et surtout la portée d'un projet et également l'activité des développeurs derrière et surtout la solution réelle qu'apporte ce projet. Et tout cela se fait par ce qu'on appelle des mécanismes de compréhension approfondis. Et donc, j'ai tout expliqué dans ce livre que vous voyez. L'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies, que ce soit ce que vous gagnez, la question de protection, la question de l'apport réel des crypto-monnaies dans le développement socio-économique de notre continent, l'Afrique, le Burkina Faso, ce que nos gouvernants peuvent en tirer, et aussi le secteur bancaire, comment est-ce que déjà on peut réfléchir pour faire ce qu'on appelle une intégration de la blockchain dans le système. Tout cela parce que c'est l'avenir. Et je le dis à chaque fois, la crypto ne viendra pas tuer le secteur traditionnel financier, le secteur traditionnel, mais il viendra plutôt renforcer la force, la capacité. Mais seules les institutions qui refuseront de se conformer, c'est-à-dire de se mettre à niveau, vont subir les conséquences désastreuses. Et ça, ce n'est la faute à personne. Vous avez une formation à venir, M. Zonga? Oui, c'est une conférence, en quelque sorte. Mais une conférence à la fois formation, parce que dans cette rencontre, c'est un meet-up. Et ce meet-up, c'est pour apporter beaucoup plus de valeur. Donc, c'est un meet-up qui va avoir lieu le samedi 11 avril 2026 à l'hôtel Amizo à Ouaga. Et c'est un meet-up qui va rassembler et qui rassemble d'ailleurs des
des passionnés de l'écosystème. Le Meetup passé, on a réuni plus de 100 personnes en présentiel comme en ligne. Peut-être que vous voyez les images passées à l'écran avec le dispositif digital que vous voyez. Et c'est pour apporter encore plus de la valeur. On va parler de la tokenisation des actifs du monde réel et aussi vous montrer les stratégies et les actifs sur lesquels vous pouvez vous positionner pendant qu'il est encore temps pour vous construire et constituer un bon portefeuille. On va parler aussi des opportunités réelles que nous apportent les stablecoins. Parce que les gens ne comprennent pas que derrière les stablecoins, là, il y a toute une opportunité, il y a tout un marché qu'il faut savoir exploiter. Et n'est pas sur le simple fait d'avoir un wallet crypto, voilà, j'ai acheté peut-être Bitcoin ou Ethereum et Solana, bon, c'est fini pour moi. Derrière, il y a tout un business qu'il faut aller comprendre. Et aussi, on va parler de la sécurité numérique. Et ça répond à votre question. C'est ça. Et vous parlez de la peur, est-ce que si ça disparaît, non. Tout ça, je ne vais pas perdre mon argent. On ne va pas perdre mon argent. Donc, on va parler de la sécurité numérique et vous montrer qu'il y a des portefeuilles également sur lesquels vous pouvez aller mettre votre argent. Et votre investissement, même si c'est pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça y est encore là. Tant qu'il y a connexion Internet, tant que Internet existera, ils sont encore là. Donc tout cela se passe par la bonne information. Donc sur cryptoswap.com, le média, allez-y consulter, vous allez voir tout ce que vous trouverez comme information. Et aussi avec Savane qui nous accompagne chaque fois, on partage également les bonnes nouvelles pour que ça puisse vraiment profiter à tous. On va donner les informations sur le Meetup pour finir. Et vous avez dit c'est quand est-ce? Le 11 avril. Et ça va se passer de quelle heure à quelle heure, les conditions? C'est le 11 avril 2026, de 9h à 13h. Ça va se passer à l'hôtel Amizo. L'hôtel Amizo qui est situé juste à côté de la mairie centrale de Ouaga. Et les conditions de participation sont très simples. Le Meetup, la participation fait 10 000 francs CFA. 10 000 francs pour toute la journée. Et vous avez accès à cette salle et le contenu est exclusif. Et avec ça, au sortir de cette conférence, donc de cette rencontre-là, vous ne serez plus la même personne. Même si vous êtes déjà dans la crypto-monnaie, venez. Parce que ce que nous allons apprendre ensemble, c'est au-delà de la crypto. J'ai dit, il faut aller au-delà de la crypto-monnaie. Il y a des gens qui sont dans la crypto-monnaie, qui font des formations, qui se font appeler des leaders, mais qui ne comprennent absolument rien de la tokenisation. Ils peuvent s'arrêter pour dire, bon, tokenisation, c'est ça, c'est ça, ça. Mais de façon pratique, il faut aller pratiquer, il faut aller montrer à d'autres personnes et surtout leur dire, voici les actifs, selon ton profil sur le marché, qu'il faut peut-être aller acheter. Donc, nous, le Meetup passé, il y a des gens qui ont une forte communauté qui sont venus et qui ont participé. Et ça, c'est très simple. Et la participation de 10 000 francs, c'est subventionné par nos partenaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous tenons à préciser pour dire que en réalité, ça devrait être plus que ça. Et là, avec les partenaires, on a dit, bon, on va faire de sorte que ça puisse vraiment profiter à tout le monde. Merci bien, M. Zongo. On va s'arrêter ici, puisque le temps est terminé. On se retrouvera certainement à cette rencontre. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Bravo. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télé. Et de retour sur ce plateau, et cette fois-ci nous parlons cinéma, nous parlons de ce film intitulé Maman déteste ma belle-mère. On va découvrir plus l'histoire avec nos invités sur ce plateau. Nous sommes ravis d'accueillir Madame Flora Ilboudo. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci sur le beaucoup. plateau de Bonjour le Faso. Nous sommes également ravis d'accueillir ce grand acteur burkinabé qui fait parler de lui partout. Actuellement en Côte d'Ivoire, on parle de lui et nous, c'est une fierté. Il s'agit donc de Isaka Sawadgo que vous connaissez très bien. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. On va dire partout c'est Isaka Sawadgo, hein, parce qu'on voit qu'en Côte d'Ivoire avec la série qui passe sur une chaîne de télé là-bas, Cast, Cast, les gens oui, parlent de la série. Actuellement, rien que samedi, moi j'étais également pour un film. C'était vous deux également dans ce film-là, Virage Imprévu. Ah. Et puis oui. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Maman déteste ma belle-mère. C'est le talent qui parle, tout simplement. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et je rappelle que vous êtes des producteurs associés de ce film intitulé Maman déteste ma belle-mère et acteur en même temps dans ce film. Et le film a été réalisé par Omar Dayon, qui est lui-même producteur associé également de ce film. Alors, quand même une question à l'endroit de M. Sawadgo. Comment ça fait, hein, le fait de déporter son talent comme ça à l'international? Est-ce que quand vous y allez, c'est un Isaka Sawadgo bien accueilli, bien traité, avec des gros cachets? Est-ce que on vous traite à la hauteur de l'immensité que vous êtes? Oui. Là-dessus, je peux vous assurer que le traitement à l'extérieur, dans des projets, c'est magnifique. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Et ça ne souffre de rien. Voilà. Maintenant, quand on a joué, on joue dans des gros projets comme ça, et même quand on a joué à Hollywood et qu'on revient au Burkina, on accepte jouer, je ne vais pas dire dans des petits films, mais dans des films aussi de certains réalisateurs débutants ou jeunes réalisateurs. Pourquoi vous acceptez ça? Parce que moi, j'ai vu le projet de Virage Imprévu, j'ai vu que c'est des jeunes qui ont travaillé autour de ce projet. Et quand j'ai vu ça, je me dis, bon, il a accepté de jouer dans votre film. Pourquoi vous acceptez ces genres de... Oui, moi je suis celui qui pense toujours de là où je suis venu. Je pense que quand j'avais leur âge, il y avait aussi des aînés que moi je regardais et que j'enviais, j'aspirais à faire comme eux. Et je suis allé vers eux, ils m'ont pris la main. Je pense que c'est le retour de la main tendue là, qu'on m'a tendu avant, à ces jeunes-là, pour leur permettre aussi de s'affronter à un certain niveau de jeu d'acteur et aussi à une certaine qualité aussi dans le travail du cinéma. Voilà, donc c'est un challenge que je leur tends, et moi aussi c'est un challenge parce que ça me permet de me ressourcer encore en tant qu'acteur. C'est aussi de voir que voilà, on peut partager nos connaissances et notre union, c'est notre force. Ok, donc vous, ça ne vous dérange pas de jouer aux côtés de jeunes acteurs? Pas du tout. Okay. Au contraire, si c'est à refaire, je le ferai encore jusqu'à ce que ces gens aussi prennent le pied et qu'ils montent. Vous, ça ne vous dérange pas aussi qu'il n'est pas votre cachet, hein, qu'on ne vous donne pas... Non, moi, dans ces conditions, il ne faut pas penser cachet, il faut plutôt penser investissement de soi.
Okay. Voilà, moi c'est un investissement de soi. Si ça marche pour eux et qu'ils peuvent continuer ce métier-là, parce que je peux vous assurer que beaucoup de gens ont commencé, mais ont désisté, on se sont retirés parce que le métier d'acteur, c'est pas facile ici au Burkina. Voilà, surtout que nous n'avons pas de système de gestion de cette vie-là, qui est une vie quand même professionnelle et qui mérite d'être revisitée, d'être construite. Donc beaucoup, ils viennent par amour, après ils s'en vont ailleurs, alors qu'ils ont du talent. Donc si nous continuons dans cette lancée-là, on n'ira pas loin. Donc c'est mieux de toujours juger sur la complémentarité. Ceux-là qui ont l'expérience doivent tendre la main à ceux-là qui débutent et rester à côté pour les encourager. Et on peut gagner ailleurs et perdre ailleurs. Mais là où on pense qu'on a perdu, on a sémé. Moi, j'appelle ça de la semence. Donc, on sème notre talent envers ces jeunes-là pour qu'eux aussi puissent grandir et devenir des futurs talents. Grands acteurs. Voilà. Donc, et puis, on n'oublie pas que vous êtes dans la formation en même temps. Exactement. Donc, vous côtoyez beaucoup ces jeunes-là. Voilà, c'est ça. Je vais donner la parole maintenant à Madame Flora Ilvodo. Monsieur Sawadou a parlé de passion et voilà, d'amour pour le métier. Vous, qu'est-ce qui vous a amené dans le cinéma? Bon, d'abord, j'ai commencé par la danse à la MJCO. Avec Blandine Yamiogo et voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Un jour, je me suis retrouvée chez une amie dont le père était le gardien de la maison des jeunes. Et j'ai vu la troupe Bonogo. Et je suis tombée amoureuse, je me suis intégrée à la troupe. Et au fur et à mesure, le théâtre est venu petit à petit, où j'étais un peu timide. Mais avec les années, je pense que j'ai mûri et vraiment j'aime ce que je fais. J'aime l'art, j'aime le cinéma, j'aime le théâtre, voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes prête à mettre votre argent pour un film. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes productrice associée de ce film Maman déteste ma belle-mère. Exact. Donc l'histoire de Maman déteste ma belle-mère vient de qui? L'histoire de Maman déteste ma belle-mère vient de moi. Voilà, je ne me jette pas de fleurs, mais je peux dire, comme le dit aussi Omar Dayon et puis Monsieur Sawadou, que je suis bourrée d'imagination extraordinaire, voilà, que j'ai enfui à moi pendant des années, que parfois je cogite tous les jours, je m'assois, je pense, je fais des scénarios dans ma tête, j'ai les histoires, je raconte tout au fur et à mesure. Donc l'histoire vient de moi. Et un jour comme ça, j'ai appelé Omar Dayon et je lui ai raconté, il m'a dit, Grando, c'est très bien. Envoie-moi un vocal sur WhatsApp et on va travailler. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est un jeune qui est plein de talent. Il est vraiment, c'est un bon réalisateur. Il est extraordinaire. Il n'a pas du tout hésité une minute à m'écouter et à croire à mon histoire. Et voilà où nous en sommes. Et c'est quoi donc l'histoire? On ne racontera pas tout ici, mais bien sûr le synopsis. Donc, un peu, d'abord, je dis que j'ai voulu qu'on change un peu la donne. Qu'on rentre un peu dans Hollywood pour pouvoir envoyer un peu de gaieté pour les Burkinabés aussi. Voilà, donc on a l'histoire part de deux amis qui ont grandi dans le même quartier et qui étaient presque des sœurs. Et en grandissant, elles ont eu un différend qui les a séparées. Et Dieu faisant bien les choses, comme on dit toujours que le destin nous rattrape parfois. Donc le destin les a rattrapés par les enfants qui se sont rencontrés en Europe et qui se sont aimés. Et les mamans respectivement aimaient la fiancée de l'autre, et la fiancée de l'autre est arrivée au Burkina. Ils ont décidé de se marier, d'où les mamans étaient très contentes. Mais le jour qu'elles se rencontrent, qu'elles voient que c'est elles, elles ont dit que ça ne va jamais se passer. Donc on parle aussi du pardon et du mariage. Pourquoi? On voulait aussi montrer aux jeunes que le mariage n'est pas seulement le bling-bling. Le mariage, c'est pas seulement qu'il faut se marier parce qu'il faut se marier. Il faut bien réfléchir, il faut mûrir la question et savoir que quand on se marie, il faut donner de soi. Voilà, il ne faut pas attendre que l'autre te donne, mais il faut que toi tu donnes et sans
vouloir quelque chose en retour, afin de recevoir maintenant ce que l'autre va te donner. Ah oui. Et le pardon, et ça c'est dans toutes les maisons, même nous-mêmes qui avons fait le film, moi je peux vous assurer que moi-même je traîne des choses. Donc parfois on apprend aux gens à pardonner, mais on n'arrive pas à pardonner. Et c'est un quotidien de tout le monde, et on a voulu aussi sensibiliser la population burkinabé et le monde entier pour dire qu'il faut réellement qu'on pardonne, et beaucoup de maladies vont cesser. Voilà, c'est vraiment important. Et comme tous les deux, vous êtes en même temps acteurs dans ce film, hein, il faut rappeler. Mais Issa Kassawadro, déjà quand on vous parle de l'histoire, est-ce que ça vous parle déjà? Oui, ça me parle énormément. Ça me parle énormément. Je pense que c'est qu'elle a tout dit. Okay. Le maître mot, c'est le pardon. Le maître mot, c'est le pardon. Sans le pardon, on ne peut rien réaliser. Et vous voyez ce qui arrive aujourd'hui, quand on parle même de l'homme même en tant que tel, comme elle a dit, je traîne beaucoup de choses. C'est-à-dire chaque être humain traîne beaucoup de choses qui est lié à lui. Il faut qu'à un moment donné, chacun s'asseye et se mettre face à soi-même et se pardonner soi-même, avant de pouvoir pardonner autrui. Vous savez? Bon, moi je vais ici paraphraser par exemple la Bible qui dit un jour on a amené une prostituée devant Jésus et Jésus dit que celui qui ne pêche pas jette la première pierre. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde entier, il n'y a pas cet être humain sur la terre qui ne traîne pas des choses qui l'emprisonnent. Donc il faut se libérer soi-même pour pouvoir libérer autrui. Et je pense que dans notre contexte actuel, il n'y a vraiment pas de meilleure personne pour raconter des histoires ou amener le pardon plus que la femme. C'est pourquoi moi, en tant qu'acteur et en tant que coproducteur dans ce projet, j'ai vu dans son projet un cri de cœur venant d'une femme qui est vraiment l'autre pied pour la construction d'une nation. L'homme tout seul, il n'y aura pas de nation. La femme tout seul, il n'y aura pas de nation. Mais quand dans une nation, on a les deux personnes et que chacun peut donner son point de vue et que ça soit respecté, je pense que c'est comme ça qu'on construit mieux une nation. Et ce qu'elle vient de faire, c'est de vraiment prouver à tout le Burkina, et d'abord nous, que nous avons besoin de la participation de tout le monde pour pouvoir accéder à cette paix. Du coup, Issa Kassawadro, vous avez joué quel rôle dans ce film, Maman déteste ma belle-mère? J'ai joué le rôle d'un beau-père. Moi, je suis le papa de la fiancée. Voilà ma fille. D'abord, on est tous embarqués dans la même folie des mamans. Moi et mes enfants, on ne comprend pas. Donc, du coup, il faut aussi voir qu'à ce niveau, elle a très bien jaugé l'histoire. Et c'est là où le challenge m'a interpellé, le challenge en tant qu'acteur. Parce qu'il fallait jouer le père qui n'est pas ni... C'est compliqué, hein? Tu n'es pas avec la fille, tu n'es pas avec la maman. Dans ces conditions, tu veux faire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas... la maman, c'est ton amoureux. Et la fille, tu l'aimes bien, c'est le fruit de votre amour. Où est-ce que tu vas donner la tête? Donc voilà, c'est ça aussi. C'est un dilemme. Voilà, c'est un dilemme qu'il faut aussi réfléchir. Et puis, c'est un challenge artistique. Et puis, je pense qu'avec mes autres collègues, nous l'avons su bien traduire cela. Et vous avez joué le rôle de la maman? De la maman. De la garçon. Fille, du garçon. Ah, la maman du garçon. Ok, super. Vous êtes là parce que le film passe? Oui. Donc, on va donner le programme, bien sûr, de projection. Voilà, donc le programme, c'était du 23 mars au 5 avril. Et maintenant, comme on a fait une semaine extraordinaire, la semaine a été vraiment belle. Ah oui, il y avait beaucoup d'entrées. Oui, il y a eu beaucoup d'entrées et les gens sont très contents. On demande vraiment des vraies critiques aux gens quand ils viennent pour voir le film, mais tout le monde est content. Ils sont vraiment contents. Donc, il nous reste une semaine. Donc, de ce lundi-là à dimanche, jusqu'au 5 avril. Donc, nous appelons les cinéphiles à venir nombreux, encore plus nombreux. C'est toujours une opportunité de pouvoir voir Maman déteste ma belle-mère. C'est vrai que le titre trompe un peu. Le titre est un peu trompeur. Les gens pensent que c'est le même film de ma belle-mère. Mais ça, c'est vraiment... autre chose. La guerre des mamans. La guerre des mamans. Pas belle-fille et puis belle-mère. Voilà, qui se passe. Et vous voyez, on a essayé, c'est pas des belles-mères qui détestent les gendres ou la belle-fille. C'est des belles-mères qui les aimaient bien. Mais c'est le problème des mamans qui ont amené
de sorte que les belles-mères détestent les enfants. Mais Dieu merci, Dieu voulant, ça s'est bien passé. Il faut qu'on laisse la fin et les gens Voilà. vont venir découvrir. Ils vont venir découvrir. Donc, ça passe dans quelle salle de cinéma? Ça se passe au Ciné Burkina et à Bobo à partir du 2 avril au 5 avril. D'accord. Donc, à Ouaga, c'est au Ciné Burkina. Voilà. Toutes les séances, c'est 18h30, 20h30, 22h30. Voilà, 18h30, 20h30 et 22h30. Que tout le monde vienne savourer la belle œuvre de... réalisé par Omar Dayon, il faut le rappeler. Je conseille aux gens de prendre le billet un jour en avance parce que s'ils arrivent le même jour, ils risquent de ne pas. Parfois, il y a une longue queue. Et vraiment, on rend grâce à Dieu. Espérons que ça va continuer. Ça va continuer. Et vous êtes aussi invités. Bien sûr, on sera là. Merci. Voilà. On me signale qu'on doit s'arrêter ici parce que le temps est terminé. Merci. On souhaite bon vent à ce film intitulé donc Ma déteste ma belle-mère. C'est signé donc, on va dire, Omar Dayon à la réalisation, coproduit. Ce film est coproduit donc par Isaka Sawadgo, Flora Ilbodo et puis bien sûr Omar Dayon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on va marquer une petite pause et on revient pour la suite. Et allô papa, vous êtes où? Oui, ils vont en route. Ok, mais on va devoir partir. Ils s'aiment et rentrent au pays pour se marier. Oui, je la vois pas. Tout était prêt. Jusqu'à ce que le passé ressurgisse. Deux mères, une vieille rivalité, un amour menacé. Quand la haine d'hier menace le bonheur d'aujourd'hui. Jamais, 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 jamais. Tout à fait d'accord avec toi. Pour une fois que tu as raison dans ta vie, jamais mon fils ne va pas se marier avec la fille de cette sorcière. C'est moi que tu traites de sorcière? Regarde-moi bien, sale vipère. C'est toi la sorcière. Sorcière blanche à 3 têtes, incapable de supporter le bonheur des autres. Windiam, tais-toi maintenant, c'est quoi ça? Tu vois pas que tu es en train de nous couvrir de honte? C'est pareil pour toi aussi, Saoura. Ça suffit. Comment? Maman, c'est quoi ce comportement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a entre la mère de Yémi? Maman déteste ma belle-mère. Une bataille familiale où seul le pardon peut gagner. Du 23 mars au 5 avril 2026 au Ciné Burkina. Sponsor officiel, Boréal. Et de retour sur ce plateau pour la suite. Vous le savez, du lundi au jeudi, nous sommes avec Francis pour les éphémérides. Débutons les éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo. Bonjour Francis. Bonjour Azeta, bonjour à toute la nation entière. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle aventure sur les antennes de Savan TV par l'entremise de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être là. Francis, on débute par cet événement du 30 mars 1894, déportation du roi Béhanzin. On a parlé de Béhanzin en cours d'histoire. C'est bien cela. Nous avons parlé de lui en cours d'histoire et l'histoire reste toujours là. Mais avant d'aborder cette partie de notre chronique, permets-moi de rappeler que cela fait 25 ans pratiquement jour pour jour que la journée nationale du pardon a été instaurée ici au Burkina Faso sous la présidence de son excellence Blaise Compaoré. C'était le 30 mars 2001 qui a été célébré au stade du 4 août où nous avons vu des colons qui ont été jetés pour ou lancés, c'est selon voilà, pour la paix au Faso, la réconciliation et un hommage rendu à tous les martyrs et ces personnes tombées tout au long de ce processus-là. Alors nous pensons à ces personnes et nous rappelons cette date du 30 mars 2001.
À présent, nous parlons du 30 mars 1894 qui marque le début de l'exil forcé de Béhanzin, le dernier roi indépendant du Dahomey actuel Bénin. Après une résistance acharnée contre l'expansion coloniale française ce jour-là, il quitte définitivement sa terre et le roi Béhanzin est contraint de monter à l'intérieur du navire éclaireur le 30 mars 1894. Les autorités françaises lui avaient fait croire qu'il se rendait à Paris pour négocier un traité de paix avec le président de la République. Après une traversée de 50 jours, il arrive à Fort-de-France, qui est la capitale de la Martinique, et il restera exilé pendant 12 ans, détenu initialement au Fort Saint-Louis, accompagné de ses 4 femmes, de ses filles et de son fils Wanilo. Et en 1906, affaibli par le climat et la maladie, il est transféré à Blida en Algérie, où il meurt le 10 décembre de la même année, loin de sa patrie, inhumé au cimetière Saint-Eugène d'Alger. Et en 1928, le gouvernement français a accordé à sa famille le retour de ses cendres à Abomey. Il avait plusieurs titres, à savoir Dada, qui signifie père de la communauté, Dokunon, qui signifie le Richard, Semedo, qui signifie maître du monde, Aïnon, maître de la terre, ou encore Giaosu, qui signifie maître des perles. On l'appelait également le roi ricain. Donc c'est ce jour-là qu'il a été déporté, forcé en exil, et l'histoire retient qu'il est mort en Algérie, précisément à Alger. D'accord. Et maintenant, on va parler de la première intervention chirurgicale. C'était le 30 mars 1842. Et oui, nous pensons du coup à tous ces professionnels de la santé, ces praticiens et ces gens qui ont choisi de se spécialiser en anesthésie, puisque l'histoire retient que la première anesthésie pendant une opération chirurgicale a intervenu le 30 mars 1842 et ça a été fait par le docteur Crawford Williamson Long qui a réalisé cette toute première expérience avec de l'éther à Jefferson aux États-Unis. Le patient était James Venable, un ami du docteur Long qui souffrait d'une tumeur à la nuque et docteur Crawford Long a fait inhaler de l'éther sulfurique de l'oxyde d'éthyle à son patient à l'aide d'un mouchoir imprégné et l'opération a été un succès total. Le patient s'est réveillé sans avoir ressenti la moindre douleur durant l'intervention. Le docteur Long a facturé l'intervention à $2 seulement, incluant le coût de l'éther. Et bien que cette date marque la naissance de l'anesthésie moderne, Crawford Long n'a publié ses résultats qu'en 1849. Lorsque vous faites vos recherches, certaines personnes vous diront que c'est pas lui qui a été le premier à expérimenter l'anesthésie avec l'éther, parce qu'il y a un autre monsieur du nom de docteur Monton qui l'a fait également par la suite, mais comme lui n'avait pas publié ces expériences-là, on suppose qu'il n'a pas été le premier, mais l'histoire retient que c'est le premier. D'ailleurs, aux États-Unis, cette journée du 30 mars est considérée comme The National Doctors Day ou encore la journée nationale des docteurs pour célébrer cette avancée majeure de la médecine. Troisième événement, 30 mars 1976, première journée de la Terre en Palestine. Et oui, nous sommes en Palestine le 30 mars 1976 qui marque la première journée de la Terre, ce qu'on appelle le Yom al-Ard, qui est un événement fondateur de la résilience et de l'identité nationale palestinienne. Pour cause, le gouvernement israélien avait annoncé un plan de confiscation de près de 2000 hectares de terre en Galilée, notamment autour des villages de Shakin, Araba et Der Ana, dans le but de judaïser entre griffes cette région. Et en signe de protestation, les Palestiniens citoyens d'Israël ont organisé une grève générale et des manifestations massives de Galilée jusqu'à Negev ont eu lieu. Et l'armée et la police israélienne ont violemment réprimé le mouvement. Résultat, 6 Palestiniens ont été tués, plus d'une centaine ont été blessés et des centaines d'autres ont été arrêtés. Il faut dire que cette journée est devenue un symbole annuel de l'attachement indéfectible des Palestiniens à leur terre. Elle marque également le premier acte de mobilisation collective massive des Palestiniens de l'intérieur citoyen. Israël, depuis 1948, affirmant leur unité avec le reste du peuple palestinien. Et on voit ce qui se passe présentement dans ces différentes régions du monde où chacun décide de s'affirmer. Et là également, ça fait partie de l'histoire du monde. Expression du jour pour terminer, Francis, avoir le bourdon. Eh oui, avoir le bourdon. Ça veut dire tout simplement être triste
mélancolique ou avoir le moral à zéro. L'expression est utilisée pour décrire un état de déprime passagère. L'expression a pour synonyme courant, on peut le dire avoir le cafard, broyer du noir, avoir le moral dans les chaussettes ou avoir le moral dans les baskets ou encore tout simplement avoir le blues. Donc lorsque quelqu'un vous dit que j'ai le bourdon, ça veut dire que la personne est mal au point, elle n'est pas totalement contente, elle est triste, elle a la mélancolie et également le moral n'est pas au top pour parler comme quelqu'un. Avoir le bourdon. Eh oui. Merci. Vivement qu'on n'ait pas le bourdon, même si on sait que ça arrive. Ça arrive, faut ouais, pas ça fait qu'on partie se de la manque. vie. Il y a des jours, tu te lèves vraiment. T'es pas dans tes baskets. T'es pas dans tes baskets. Et t'as le blues. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Donc, merci bien à toi, Francis. On va donc s'arrêter là pour l'émission de ce matin, puisque c'est terminé. Merci à vous qui nous avez suivis. Prenez grand soin de vous et on se retrouve.